On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct du lundi au jeudi. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une semaine exceptionnelle. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui nous a tous choqués, je pense, sur les réseaux sociaux. Enfin, moi particulièrement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez réagir de toute manière sur notre compte Instagram, notre chaîne YouTube de Sud Radio, sur la bagarre qu'il y a eu au Salon de l'Agriculture. Est-ce que c'est un signe d'un malaise profond ou un simple incident isolé? Alors, ça part un peu en live en France, enfin ça part beaucoup en live, mais de là à partir en live dans le salon de l'agriculture maintenant, enfin on dirait qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de, enfin c'est lunaire. On va en parler ce soir. On reçoit notre député national du DLR de l'Aisne, Julien Dive. Bonsoir. Et on reçoit ce soir Étienne Brunel, agriculteur, également Pierre-Guillaume Mercadal, agriculteur et éleveur de cochons laineux. Je suis ravie. Et je suis accompagnée ce soir de mon Valentin, puisque Mathias n'a pas pu être là cette semaine, ne peut pas être là cette semaine pour des raisons personnelles. Et donc on a notre cher Valentin qui est avec moi. Comment ça va, Valentin? Ça va, et toi? Je suis très content d'être là ce soir. Et ben moi aussi, je suis contente que tu sois là. Il faut le dire, ce soir, t'es toute en beauté, Magali. Merci. Mais non, mais alors, T'es en bombe. Alors, je suis maquillée, je suis coiffée, je sors d'un petit shooting, tout va bien, voilà. C'est comme ça. Ah, Patrick Roger vient d'arriver, notre boss national dans les locaux. Quand on le voit, on baisse la tête. Non, je rigole. Alors, Valentin, ce soir, tu es notre monsieur des réseaux sociaux. Exactement. Tu vas lire, tu vas nous répéter un petit peu ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, comment ils réagissent. Est-ce que tu as déjà été au salon de l'agriculture? Jamais. Jamais? Mais c'est pas là où on avait été faire Sud Radio la dernière fois? Ah non, c'était le salon de l'immobilier, Valentin. Ah, désolé. Rien à voir. C'est un salon. Le salon de l'agriculture qui est un... Moi, je dis que c'est un petit peu un monument français, le salon de l'agriculture. Hein. C'est vrai, hein, voilà, c'est le moment de nos agriculteurs qu'on aime. Et cette année, il n'y a pas de vaches. Ouais, il faut qu'on m'explique. Alors moi, je veux tout savoir. Et on reçoit tout d'abord Étienne Brunel. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Voilà. Donc, Étienne, futur agriculteur. Moi, je ne suis pas encore installé. Okay. J'habite très proche des circonscriptions de Monsieur Dive. Je suis plus du nord de l'Aisne, celle d'à côté. Aujourd'hui, moi, je suis là pour parler autour du mal-être qu'on a en tant que futur agriculteur. Savoir si est-ce que je pourrais m'installer. Aujourd'hui, mon père, moi, a seulement 54 ans. Donc, j'ai 10 ans avant de possiblement revenir sur la structure familiale. Mon grand-père faisait vivre 3 familles. Ma grand-mère ne travaillait pas. On parle d'un autre temps. Mon père travaille sur la ferme, ma mère travaille à côté, et moi, où je vais devenir, et puis la reprendre à l'avenir. Oui, c'est ça la vraie question, c'est en tant que jeune, est-ce qu'on peut s'installer? Aujourd'hui, je suis en master pour devenir expert agricole, pour travailler dans le privé, pouvoir avoir des sous pour acheter cette ferme, parce que les terres ont pris toujours plus de valeur. Mmh. Je dois racheter aussi les parts à mes sœurs, pour que tout le monde soit équitable, ce qui est tout à fait normal. Et donc par rapport à l'actualité de la veille, qui est cette bagarre au couteau à couper le nougat, pour moi, c'est un incident totalement isolé qui a lieu dans des halls destinés à la vente. Pour moi, c'est plus une foire à la saucisse qu'un salon d'agriculture. Ça fait partie des festivités, les gens y viennent aussi pour ça. Mais ce n'est pas du tout valorisant et représentatif de ce qui se passe en agriculture, malgré le mal-être qu'il y a à ne pas avoir de vaches cette année, qui brise le cœur à énormément de mes amis éleveurs partout en France, que je remercie et que je soutiens énormément. Alors, pourquoi il n'y a pas de vaches au salon de l'agriculture cette année? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pour nos auditeurs qui nous écoutent? Mais c'est à cause d'une maladie qui touche les vaches aujourd'hui, extrêmement contagieuse. Aujourd'hui, on n'a pas les vaccins. On n'a pas les vaccins parce qu'ils sont produits exclusivement aux Pays-Bas. Donc on pourrait les avoir, on pourrait faire ce test brevet, on pourrait avancer. Aujourd'hui, on a pris le parti d'abattre ces troupeaux entiers dès qu'il y a une vache, que la vache soit porteuse visible ou non, parce qu'aujourd'hui on peut aussi également évoluer sur pas mal de choses. Je me vois mal pendant le Covid abattre tous les gens qui avaient le Covid. Après, animal différent de l'homme, je suis bien d'accord avec ça, chacun ses propos, mais il faut aussi avancer pour qu'on continue à avoir l'élevage en France, c'est pas que tout arrive des pays de l'Est ou d'Amérique du Sud. Et alors, vous pouvez nous en dire plus sur votre exploitation? Du coup, vous ne l'avez pas encore, c'est ça? C'est celle de vos parents? Mon père est agriculteur, c'est ça, dans le nord de l'Aisne, dans la circo numéro 3, pour être exact, pour monsieur le député. Mon père est justement céréalier, plus de 50% de la SAU, betterave sucrière. Donc là, aujourd'hui, cette année, les céréales ont un marché très bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculteur ne maîtrise aucun de ses coûts.
On ne sait pas combien on va être payé. On peut faire des contrats à l'avance, mais le marché dépend du marché des États-Unis. C'est-à-dire que c'est la bourse de Chicago qui gère le marché des céréales mondial. Donc vous, quand vous achetez vos céréales pour le pain, etc., on estime qu'il y a 3 centimes sur le coût d'une baguette qui correspond au prix réellement du céréal payé au producteur. Donc demain, le céréal peut faire x6, vous paierez 6 centimes de plus. Est-ce que c'est vraiment dur ? Je ne suis pas sûr. Et donc par rapport à ça, la betterave, il y avait des quotas jusqu'à quelques années. L'Europe avait sauté ça, donc on avait des prix fixes et fixés sur la betterave, donc le marché avançait. Aujourd'hui, on n'a plus ça avec l'Europe. Demain, la viande, c'est pareil, on a des coûts différents, des normes différentes. Donc qu'il y ait des normes pour sécuriser tout le monde et qu'il n'y ait aucun souci alimentaire dans le monde, je suis tout à fait d'accord avec ça, notamment en France, pour plus qu'il y ait des soucis comme la vache folle ou autre chose. Mais aujourd'hui, remettre des normes sur des normes en France, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir les mêmes normes partout ? Ou que ce qui ne peut pas être produit en France ne puisse pas rentrer en France ? Si on ne peut pas le produire, pourquoi est-ce qu'on peut l'importer ? Pour moi, c'est vraiment ça le souci en tant que producteur et futur producteur. Et est-ce que vous êtes présent, vous, au Salon de l'Agriculture ? Oui, j'y étais aujourd'hui justement. Quand un de vos collègues m'a proposé de venir, moi, je ne fais partie d'aucun syndicat. Ma famille en fait partie pour essayer de survivre et pouvoir te faire avancer, passer ce patrimoine. Parce que c'est pas une ferme, c'est pas juste une entreprise. C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir la vie à la campagne, de pouvoir se balader, de pouvoir voir ses terres de près, pouvoir se balader avec son chien chez soi et pouvoir avancer et faire perdurer ce patrimoine familial ancestral. Alors, on reçoit en face de vous, Étienne Brunel, Julien Dive. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de l'Aisne depuis 2017. Vous êtes engagé depuis 2016. Pardon, excusez-moi. La création de ma société, 2016. C'est une grande année, 2016. Engagé sur les questions économiques et agricoles, vous défendez notamment les territoires ruraux, le pouvoir d'achat et la souveraineté alimentaire française. Ancien maire de Laon. Non, Dittencourt. Non. Oh, dis donc, votre fiche. Non, Laon, c'est une grosse ville. J'étais maire d'un petit village, moi. Ah, vous êtes maire de où ? J'étais maire d'Ittencourt, un petit village à côté de Saint-Quentin. Mais c'est pas très grave. C'est très mignon. Oui. Voilà. Vous appuyez sur votre expérience locale pour porter la voix des collectivités à l'Assemblée nationale. Vous intervenez régulièrement sur les enjeux liés à l'industrie, à l'emploi et à la réindustrialisation. Et vous vous positionnez comme un élu de terrain attaché à la proximité avec les citoyens et aux valeurs de la droite républicaine. Ça, c'est cool ? Ouais. Parfait. Très bien. Trop forte. Alors, on est en plein salon de l'agriculture. On voit depuis samedi de nombreux politiques se rendre au salon. Je pense que tout le monde y va. Est-ce qu'il y a un parti politique qui n'est pas allé voir le salon de l'agriculture ? Je sais pas, je regarde pas ce que font les autres en réalité. Tous, hein. Je pense, après il y en a qui sont peut-être plus timorés ou timides parce que quand on voit leur position dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, à plutôt participer à la destruction de l'agriculture française, il vaut mieux qu'ils se fassent discrets quand ils vont au salon porte de Versailles, parce que pour le coup, ils seraient pas bien reçus, ou alors à moins de faire amende honorable. Mais je sais pas, je regarde pas ce que font les autres. Mais ce que je sais, c'est que les mouvements politiques, les parlementaires se rendent, et c'est assez logique, au salon de l'agriculture. Moi j'y vais depuis une quinzaine d'années, donc avant même d'être député, j'en rate quasiment aucun, même celui de 2020 quand il y avait le Covid, puisque on se rappelle que le salon avait été brutalement fermé à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'est notre rôle aussi d'aller échanger avec les acteurs, quels qu'ils soient, que ce soit les syndicats agricoles, il y en a plusieurs de représentés, mais que ce soit aussi les acteurs institutionnels et les agriculteurs. Même si ça ne remplace pas le déplacement et le contact sur le terrain dans les fermes. Je dis souvent, bon, c'est bien d'aller au salon de l'agriculture parce qu'on fait un petit point aussi avec les interprofessions, ceux qui représentent les filières et les secteurs. Mais la vérité, c'est dans les fermes, c'est dans les exploitations, parce qu'en fait, normalement, les agriculteurs ne se rendent pas au salon de l'agriculture et on comprend bien pourquoi. Ils bossent, il faut bien qu'ils fassent tourner la ferme. Quand on a des élevages, un élevage, c'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7. Donc c'est clair que tout le monde ne peut pas se rendre au salon de l'agriculture quand on est dans la profession. Donc aller au salon, c'est important, c'est incontournable pour aussi prendre le pouls pour celles et ceux qui sont pas dans des territoires ruraux. C'est aussi important pour pouvoir partager, échanger sur des mesures législatives qu'on pourrait avoir à débattre, que ce soit au travers des mesures fiscales ou au travers de projets de loi. On y reviendra, je pense. Mais ça remplace pas le contact de terrain dans les fermes, dans les exploitations. Alors, Étienne Brunel, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec toute cette crise aujourd'hui pour les agriculteurs, on sait
les manifestations qu'on vient de traverser, etc. On a conscience, je pense, comme tout citoyen français, de la vraie crise que traversent les agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le fait que autant de politiques viennent au salon de l'agriculture, c'est pas un moyen de se donner bonne conscience, ou est-ce qu'ils utilisent un petit peu ce salon pour montrer un peu leur présence, etc., sans trop agir derrière, ou est-ce que vous trouvez certaines démarches sincères, au contraire? Réponse juste après cette petite pause sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et pardon, on en arrive là aujourd'hui, c'est dramatique. On reçoit ce soir pour parler de ce sujet Julien Dive, député LR de l'Aisne, et Étienne Brunel, qui est agriculteur, qui est présent, oui, peut-être futur agriculteur, mais du moins fils d'agriculteur. Vous faites des études pour reprendre la ferme de vos parents, mais vous n'êtes pas certain que ça puisse se faire à cause de tout ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas certain de votre avenir. Donc forcément, on vit dans un mal-être quand on ne sait pas où on va. Et ça, on peut le comprendre. On reçoit aussi Pierre-Guillaume Mercadal, qui est agriculteur et éleveur de cochons laineux. Bonsoir Pierre-Guillaume. Bonsoir Madame Bernard. Je suis ravie de vous avoir avec nous à distance. Merci, c'est un honneur. Moi aussi, merci beaucoup. J'ai posé cette question avant cette petite pause, du coup, à Étienne Brunel. Est-ce que tous ces politiques qui viennent aujourd'hui, on vous a vu, hein, tous les agriculteurs, là, ces dernières semaines, vous manifester, exprimer votre colère, exprimer ce sentiment d'abandon. J'ai fait une émission sur ce sujet-là, donc j'ai bien compris ce qui se passait. On nous a bien expliqué, parce que nous, on est un peu l'émission pour les nuls en politique. Et c'est vrai que des fois, on comprend pas trop ce qui se passe. On voit les agriculteurs bloquer les routes. On se dit là, c'est saoulant, etc., etc. Et c'est vrai que pour tous les gens qui n'avaient pas conscience de ce que vous viviez, dans cette émission, on a pu expliquer vraiment avec des mots très simples votre mal-être et votre désarroi. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est ce sentiment d'abandon. Est-ce que le fait de voir, et là, je m'adresse à Étienne Brunel puisque vous êtes au salon, vous avez été au salon aujourd'hui. Est-ce que le fait de voir les politiques venir dans le salon, est-ce que ça vous met encore plus en colère, ou est-ce que vous trouvez ça bien, au contraire, qu'ils viennent? C'est extrêmement complexe à répondre parce que chaque année on a de l'espoir, chaque année on espère autre chose. Moi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des chiffres. Ce qu'on voit comme chiffre, c'est qu'on est de moins en moins d'agriculteurs, on est de moins en moins de fils d'agriculteurs à vouloir reprendre. Il y avait plus d'1,2 million d'agriculteurs il y a quelques temps, aujourd'hui il y a plus de 400 000 agriculteurs. Demain, il y en aura combien? On ne peut pas rester qu'à un si petit ou grand nombre d'agriculteurs avec des exploitations qui ont toujours besoin d'avoir plus de surface pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, pour pouvoir reprendre celle de mon père, il va falloir doubler en surface. Même si mon père s'est diversifié, aujourd'hui on ne fait plus que on fait des céréales, des betteraves, etc. On fait du chanvre industriel par exemple, à usage textile, isolation. On a monté un bâtiment qui est en panneaux solaires, donc on vient aussi à faire de l'énergie. Certains font aussi des éoliennes, dans le secteur comme de l'Aisne où on peut en faire énormément. Des méthaniseurs, en fait, on essaie de se développer. L'agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise, certes, pour le plupart du temps transmise, mais c'est avant tout un moyen de travailler. Certains gagnent très bien leur vie, et c'est très bien. D'autres gagnent moins de 300 € par mois, voire zéro. Les gens de médias a fait récemment un reportage sur un camarade qui était avec moi au lycée, Monsieur Jeski, qui a pris la femme de son père suite à un drame familial. Il ne se verse pas salaire depuis 1 an. Qu'est-ce qu'on va faire pour un camarade de classe qui aujourd'hui survit grâce à sa famille? Aujourd'hui, moi, je veux pas reprendre la ferme pour reprendre la ferme. Je veux reprendre pour pouvoir en vivre dignement, pour élever une famille, comme le fait mon père, comme l'a fait mon grand-père, et faire vivre des gens autour. Donc c'est pas juste une question de venir, comme Chirac, taper la fesse de la vache et repartir, comme on dit depuis toujours. On veut des vrais enjeux, on veut surtout des prix et pas des primes, comme dirait un slogan d'un syndicat agricole. Parce qu'une prime, ça vient, ça part, c'est comme une prime bonus que vous pouvez recevoir dans vos salaires, alors qu'un prix, ça reste. On va pouvoir vivre de notre salaire et savoir combien est-ce qu'on va être payé à la fin. Et qu'un agriculteur, pour pouvoir dire combien j'ai gagné en fin d'année, je sais pas, on verra. C'est ça qui est dur. Et vous, Pierre-Guillaume, vous en pensez quoi, vous, de cette présence aussi, alors, je vais pas dire aussi importante, parce qu'en vrai, chaque année, il y a des politiques qui viennent au Salon de l'Agriculture. Après, Emmanuel Macron, il a passé, je crois, 12 heures au Salon de l'Agriculture cette année. Donc en bloquant les allées autour de lui, etc. Il n'y a aucun souci. C'est une première, là, d'Emmanuel Macron, de rester 12 heures. Est-ce que pour vous, c'est une tentative de se racheter? Ou c'est sincère? Vous en pensez quoi, vous, Pierre-Guillaume Mercadal? Alors,
Emmanuel Macron, pour l'avoir rencontré, la sincérité, il sait pas ce que c'est. Bon, ce qu'a dit Monsieur Brunel, je partage à peu près tout ce qu'il a dit. J'ajouterai juste une chose pour vos auditeurs, puisque vous avez dit qu'ils sont pas forcément au fait de tout. C'est que, au-delà des malheurs que peuvent vivre les uns ou les autres dans le monde agricole, le vrai enjeu avec la disparition des paysans, c'est la fin de la souveraineté alimentaire. Et ça veut dire que quelle que soit votre profession, votre opinion politique, religieuse ou autre, votre destin sera celui d'être un esclave si on n'a plus de souveraineté alimentaire. C'est vraiment le fondement premier de ce pays. Après, au niveau des politiques, que vous dire? Moi, je crois à aucun parti politique. Et bon, je suis désolé pour le député qui est sur votre plateau. J'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas de problème avec lui au niveau personnel, je ne le connais pas. Mais pour moi, vraiment, les fossoyeurs de l'agriculture sont les Républicains. Ils ont trahi à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, et ce depuis 2005 avec l'Europe. Ce monsieur, dans son parti, il y a quelqu'un comme Bruno Retailleau qui nous a taillé en pièces à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Il y a des députés européens, à l'image de Madame Imar, qui sont dans le groupe d'Ursula von der Leyen, donc qui massacrent l'agriculture au niveau européen. Voilà, moi les promesses des politiques, je n'y crois plus du tout. Alors le problème, c'est que les syndicats se doivent bien de toujours tenter le dialogue pour essayer de faire entendre ce que vit la base. Mais j'ai bien peur que la solution, in fine, ne soit ni démocratique, ni tant dans le dialogue. Je pense que tôt ou tard, vu l'état de toute façon de ce pays et de toutes les corporations, tôt ou tard, pour moi, cela va devoir mal se terminer, puisque nos politiciens nous méprisent, n'en ont rien à foutre, viennent passer 2 minutes à nous parler en nous mettant une petite tape sur l'épaule, un peu comme Chirac faisait en caressant le cul des vaches. Mais tout ça, c'est de la com, c'est du théâtre absolu, pour ensuite pouvoir retourner vivre leur vie de privilégiés et nous regarder crever en vendant ce pays aux mondialistes et à l'Europe. Voilà mon analyse. Qu'est-ce que vous pensez, Julien Dive, de ce que vient de dire cet agriculteur qui parle avec son ressenti, Pierre-Guillaume Mercadal? Il a eu quelques reportages, ça va. Il a beau dire qu'il n'a pas de parti pris dans un mouvement politique, c'est bien de le dire. Mais quand je vois les exemples qu'il a pris, ça me laisse pantois, parce que pour le coup, Bruno Retailleau n'a jamais rien fait contre l'agriculture française, bien au contraire, et Céline Imar encore moins l'agricultrice elle-même. Et pour le coup, elle était mobilisée contre le projet du Mercosur en votant la motion, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne le 20 janvier dernier. D'ailleurs, j'y étais moi aussi à Strasbourg à ce moment-là. Donc bon, voilà, j'ai bien compris où il voulait se positionner, mais je vais pas rentrer dans un débat d'individu à individu, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de parler d'agriculture française. Et ce que je pense, c'est que c'est vrai, il y a eu un sujet, et il y a aujourd'hui un sujet de la parole politique. Quand vous dites, en plein mouvement de la crise agricole, en particulier là, en début d'année 2026, qu'il vous apporter une réponse avec une loi d'urgence, et que vous voyez que le gouvernement vous parle d'une loi d'urgence qui ne sera pas débattue en réalité au Sénat avant juin, ça veut dire à l'Assemblée pas avant l'automne, ça veut dire en gros pas de loi d'urgence, parce que c'est pas une urgence. Si on voulait faire une urgence pour l'agriculture, on prendrait les décrets qui manquent, et aujourd'hui il manque des décrets sur certaines lois que nous avons votées. Moi j'ai porté et j'ai réformé, je finis puis vous aurez la parole. J'ai réformé les retraites des agriculteurs en 2022 à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ça a été voté à l'unanimité au Sénat. Les décrets ont été pris seulement là, au mois de décembre 2025. Il faut se rendre compte qu'à un moment donné, c'est plus tenable. Et là, sur des lois que nous avons récemment votées, les décrets d'application sur certains nombres, la loi du plomb, par exemple, que j'ai portée à l'Assemblée nationale, d'ailleurs contre vents et marées, la moitié des décrets ne sont pas pris. Il y a un sujet. Donc l'urgence, c'est de prendre les décrets pour permettre aux agriculteurs d'avoir des réponses les plus rapides possibles. Mais l'urgence déjà, au lieu des décrets, des pansements sur les jambes de bois, c'est un contrôle de ce qui rentre par les frontières de ce pays. Non, l'urgence, la seule urgence pour le monde agricole que vous semblez si bien connaître, c'est les contrôles aux frontières pour mettre un terme à la concurrence déloyale. Tout le reste, c'est pisser dans un violon en étant poli. Ensuite, cher monsieur, vous vous êtes permis de dire un truc de malade, à savoir que Retailleau et votre parti n'ont rien fait contre les agriculteurs. Retailleau, au niveau de la répression contre le monde agricole, il brille à chaque fois qu'il en a l'occasion. Dois-je vous rappeler qu'il nous a envoyé des centaures et des hélicoptères dans une ferme pour et il n'était pas ministre de l'Intérieur, vous confondez avec Nunes. Vous confondez avec Nunes, il n'était pas ministre de l'Intérieur. Ne dites pas n'importe quoi, il n'était pas ministre de l'Intérieur, vous racontez n'importe quoi. C'était Nunes, c'était pas lui. C'était pas lui.
Oui, vous avez raison, je mélange, c'est l'année d'avant. Non, mais l'année d'avant, il m'a envoyé aussi les centaures et les hélicoptères. Cette fois, c'était à Orvaux. Vous avez raison, j'ai mélangé, mais c'est pareil. Et rappelez-moi cette pourriture de ministre de l'Agriculture qui est Annie Genevard, qui est une prof de français. C'est pas pareil si vous voulez tromper de ministre. Excusez mon langage, mais oui, mais je me suis repris. J'ai dit, c'était l'année dernière, mais c'est le même principe. C'est les premiers centaures et les premiers hélicoptères contre des paysans. C'était en tout début 2025. Ça se passait à Orvaux, en banlieue parisienne, on va dire. Il n'y a pas d'hélicoptère. Et c'est Retailleau qui nous les a envoyés, je le sais, puisque d'ailleurs j'ai été jusque devant son ministère. Ça, cher monsieur, vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est la vérité. Et pour l'instant, c'est vous qui racontez des cracks. Comment ? Pour l'instant, c'est vous qui avez raconté des cracks. Vous venez de donner un exemple. Je me suis trompé. Non, mais cher monsieur, là, vous jouez à noyer le poisson pour pas assumer vos responsabilités. Celles de votre parti, pas les vôtres directement, puisque au final, Retailleau nous a fait la même chose il y a un an et ça a été le premier à faire ça contre le monde agricole. Et maintenant, celle qui est en train de détruire l'agriculture, qui n'a que du mépris pour les paysans et qui est d'une incompétence juste jamais vue, elle s'appelle Annie Genevard. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans quel parti elle est ? Elle est exclue. Et d'ailleurs, je ne crois pas avoir des rapports extra avec elle. Je n'ai pas des rapports extraordinaires avec elle, mais vous devriez vous informer. Mais ça m'est égal, elle est dans quel parti ? Elle a été exclue des Républicains. C'est comme Céline Imar, ses trahisons sont légion. Ah bon ? Dites qu'elle est agricultrice, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas travaillé à la ferme, Céline Imar. Donnez des exemples Annie de trahison. Genevard sera présente sur Sud Radio vendredi matin. On lui fera écouter ce petit Non, il faudrait faire un débat entre les deux, je pense. Ok, alors pour en revenir, bon, on a compris que vous étiez pas très chauds tous les deux, mais pour revenir à ce qui s'est passé au salon de l'agriculture, comment on en arrive, monsieur le député, et après je donnerai la parole à Étienne Brunel sur ça, Julien Dive, comment on en arrive à cette bagarre qui a eu lieu au salon de l'agriculture? Est-ce que c'est pas un symbole aujourd'hui qu'on a cassé en France? Est-ce que c'est pas foutre le bordel, pardon du terme, mais dans le salon de l'agriculture, alors que déjà les agriculteurs sont à terre. Comment ça se fait? On a l'impression que la sécurité est arrivée très longtemps après également. C'était en fin de journée déjà, et en fait c'était en fin de journée, et c'est pas du tout chez les agriculteurs, vous l'avez dit monsieur Brunel, c'est dans la partie, parce que le salon est composé de plusieurs halls, et c'est le hall qui n'est pas du tout dédié aux agriculteurs, effectivement c'est la foire à la saucisse, ou au nougat en l'occurrence, et c'est un abruti de consommateur qui a craché sur un nougat. Je comprends que le vendeur réagisse mal. Mais pour moi, c'est pas lié. Il y a un phénomène de violence qu'il faut dénoncer, et les comportements des abrutis comme ça, il faut les dégager et les interdire de salon. Ça, c'est assez net et clair. Et à côté, il y a un autre sujet qui est le malaise profond de l'agriculture. Et ça, il est réel. Il est réel. Vous avez vu l'accueil qu'a eu le président de la République. Même s'il y avait un cordon de sécurité, il y avait des syndicats qui ont manifesté leur désaccord. D'ailleurs, ils ont boycotté l'échange. Donc, il y a un sujet. Et ce qui est réel, c'est qu'il y a un malaise profond, de toute façon, dans l'agriculture en général, dans notre pays. C'est pas qu'au salon d'agriculture. Donc, le sujet, ça passera par une réponse. Je parlais de décret, mais c'est pas uniquement. Monsieur Brunel a raison de rappeler que le sujet du revenu. Mais le sujet du revenu, il faut le voir. C'est soit on prend une économie administrée et on fixe des prix. Moi, je suis pas trop pour l'URSS, ou soit on travaille sur l'allègement des charges qui pèsent, parce que c'est un métier. Fixer des prix n'est pas forcément l'URSS. Fixer des prix, on avait des quotas à l'époque, ça a toujours bien fonctionné. Oui, mais c'était au niveau européen. Moi, je veux bien qu'on en parle, mais c'est au niveau européen qu'il faut porter le débat à ce moment-là. C'est plus au niveau national. Sauf qu'en France, parlons déjà de la France, ça sera déjà bien. Sauf qu'en France, on peut faire des quotas par pays, c'est également faisable. Des surtranspositions sur des règles qu'on n'impose pas aux voisins européens. On a donné la France aux républicains. Ok, on a compris sur qui vous aviez une fixette, monsieur. Vous n'êtes pas là pour parler d'agriculture, visiblement. Non, mais vous n'êtes pas là pour parler d'agriculture, vous êtes là pour parler des républicains. Tant mieux, bravo à vous. Mais moi, je suis pas là pour parler d'agriculture, monsieur. Très bien, vous êtes en train de parler allègement de charges, cher monsieur, face à la concurrence qui arrive d'Amérique du Sud ou celle qui va arriver d'Inde. Mais vous êtes un rigolo, parler d'un sujet que vous maîtrisez. C'est vraiment catastrophique d'être aussi mauvais. On vous explique que le problème, c'est la concurrence déloyale. Vous nous parlez allègement de charges. Et la concurrence déloyale, ça passe par quoi, monsieur? Ça va parce que les charges en France sont beaucoup trop élevées par rapport aux charges des pays tiers. C'est ça la réalité, pardon. Je suis peut-être mauvais, mais visiblement, vous n'êtes pas bon en économie non plus. Si les charges aujourd'hui sont fortes en France, elles créent une concurrence déloyale avec des pays justement qui viennent des produits qui viennent d'Amérique du Sud, de d'autres pays. Et elle est là la réalité. Donc si vous voulez remettre un peu de compétitivité dans notre production, dans nos fermes, ça passe par alléger les charges. Si je suis désolé. Et dans les charges, il y a les charges directes et les charges indirectes. Et ces charges indirectes passent par les normes qu'on se fixe au niveau national. C'est quand même dommage, même si vous ne pouvez pas blairer les républicains, c'est quand même dommage que vous ne soyez pas d'accord avec ce point de vue. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas contre l'allègement de charges. Je vous dis juste que c'est pas la solution. La solution, c'est un retour du contrôle aux frontières. Mais d'accord, on embauche combien de fonctionnaires pour le faire? Moi, je veux bien, on embauche combien de fonctionnaires?
Mais on embauchera ce qu'il faudra pour sauvegarder la souveraineté alimentaire de ce pays, cher monsieur. Et on monsieur. va tout contrôler. En fait, si la souveraineté alimentaire, c'est pas la première préoccupation de ce pays, on va directement dans le mur. C'est le premier pilier de ce pays. Chaque pays se construit avec une politique de souveraineté alimentaire. Tous ceux qui le peuvent. C'est la pire arme, l'arme alimentaire. Là, on est en train de se brader à l'Europe. On est bien d'accord. Aujourd'hui, connaissez-vous la réserve alimentaire de Paris? C'est par rapport aux trahisons que vous faites contre ce pays pour l'Europe. On va écouter Julien, s'il vous plaît. Pardon, Étienne. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 5 à 7 jours de réserve alimentaire à Paris. C'est-à-dire que si demain, Paris n'est pas ravitaillé, nous, ce soir, les Parisiens au sens large, il y a 5 à 7 jours de réserve alimentaire. Donc aujourd'hui, comment affaiblir un pays, comme disait Monsieur Dive, etc. C'est ça, c'est la souveraineté alimentaire qu'il faut absolument conserver. Aujourd'hui, on nous est lancé sur un défi en agriculteur, c'est de faire la qualité. Faire de la côte de bœuf maturée, on sait faire du foie gras, on sait faire des champagnes et des vins prestigieux. Montée en gamme. Exactement. La montée en gamme, c'est très bien parce qu'elle apporte de la valeur ajoutée, c'est ce qu'on veut. Mais la valeur ajoutée n'est pas pour tout le monde, elle est pour une élite. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé l'année passée comme alternant en tant qu'acheteur-sourceur en fruits et légumes. Je me battais pour une chose, c'est les fruits et légumes moches. On entend parler de ça. C'est un sujet aujourd'hui qui est essentiel pour les producteurs pour pouvoir avoir du revenu. Parce que la marge, parfois, se fait là, sur quelques centimes. En parlant d'aberration, etc. Savez-vous à quel prix vont être achetées, monsieur le député, l'année prochaine, les tonnes de pommes de terre sorties du champ? Je sais qu'ils sont en train de se casser la figure. Je vais pas les prix en tête parce que ça va être vous êtes dedans, donc vous savez mieux que moi, 150 euros la tonne. Donc ça fait 15 centimes du kilo. Trouvez-moi dans n'importe quel supermarché une patate qui est à peine lavée, mise dans un sac. Donc pas un gros travail quand même de manutention. Une patate à moins de 3 euros le kilo. Le vrai problème est là. C'est que le producteur livre. Mon père livre des courges, donc potiron, potimarron au supermarché. Ils affichent son nom et sa tête, il mange au supermarché de Saint-Quentin. Alors, aujourd'hui, un sujet sur la pomme de terre, un cas particulier. On reprend juste après cette petite pause. C'est intéressant ce que vous dites et on revient sur cette marge, sur les kilos de pommes de terre. C'est un très bon exemple. On revient là-dessus tout de suite après cette pause sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h32. On revient sur ce sujet, un peu brûlant. Alors tout le monde est sous tension quand ça parle du problème des agriculteurs et on peut le comprendre. Tout le monde est un peu à cran, sous tension. On parle de la bagarre au salon de l'agriculture. Est-ce que c'est un signe de malaise profond ou est-ce que c'est un simple incident isolé? Alors Julien Dive et Étienne Bonnel, vous nous expliquez que c'était pas vraiment au salon de l'agriculture qu'il y avait eu cette bagarre. C'était dans un autre salon à côté, plutôt artisanal. C'est un hall un peu moins... hall artisanal. Ouais. Bon, après, ça revient un petit peu au même. Je pense que ces gens-là sont venus pour aller au salon de l'agriculture. Voilà. Donc, vous nous parliez tout à l'heure, Étienne, de ces pommes de terre. Donc, en gros, si je résume, pour bien comprendre, vous fabriquez des pommes de terre. Mon père n'en fait pas, mais j'ai énormément d'amis qui en font. Oui, enfin, vous, quand je parle, c'est les agriculteurs en général. Donc, peuvent fabriquer des pommes de terre. Enfin, produire des pommes de terre et là il y a une chute conséquente du prix qui les ramènerait à 15 centimes le kilo, c'est ça? Et on les trouve en grande surface pas moins de 3 euros le kilo. Donc on parle de cette marge. Où elle est cette marge entre les 15 centimes et les 3 euros? Aujourd'hui, donc, il y a quand même un travail qui est fait. On ne parle pas non plus de juste, c'est le prix départ champ. C'est-à-dire que c'est récolté au champ avec les machines, tout le travail qui est fait. Voilà le prix qui sera payé l'année prochaine, la récolte prochaine, pour ces pommes de terre. C'est les prix des contrats qui viennent de sortir. Ce qui est très bas. En fait, la plupart des agriculteurs qui font des pommes de terre prennent la moitié de la production en contrat fixé pour avoir un ordre de prix, grâce à la loi Egalim notamment, pour pouvoir avoir des prix fixes qu'ils n'avaient pas avant. Donc c'est une première étape qui est un avancement. Aujourd'hui, il y a des prix pareils où ils signent et ils se tirent une balle dans le pied, mais ils produisent pas parce qu'ils ont des investissements lourds derrière, des achats de frigo, des achats de tracteurs. Aujourd'hui, un tracteur, on parle de 1 000 euros du cheval. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est aujourd'hui comme frais de mécanique. Du cheval mécanique, oui. Cheval mécanique. Donc, un tracteur de 100 chevaux, 100 000 euros. 200 chevaux, 200 000 euros, etc. Merci, Julien Dive. Au salon, on voit plus de chevaux musculaires que de mécaniques cette année. Donc, vous me le rappelez. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on a des frais qui sont énormes. Des crédits, c'est-à-dire que les tracteurs à 100, 200, 300 000 euros n'appartiennent pas à l'agriculteur. Sinon, tous en Lamborghini ou en Ferrari, c'est quand même beaucoup plus sympathique, comme tour de plaine. Et donc, aujourd'hui, ça appartient à la banque, parce qu'il y a un besoin de renouvellement, parce que la mécanique est toujours plus compliquée. Comme aujourd'hui, votre voiture, vous ne faites plus la vidange vous-même, ou peut-être que la vidange. Aujourd'hui, le reste, il faut mettre une valise, il faut absolument tout faire. Donc aujourd'hui,
peu à peu, l'agriculture française n'appartient plus à ses producteurs, à ses entreprises, mais aux banques. Donc aujourd'hui, racheter une structure pour qu'elle appartienne à la banque toute ma vie et espérer les revendre plus cher, est-ce que ça va marcher? Quand on voit le prix de la vigne qui s'est effondré, aujourd'hui on parle de vignerons qui ont divisé par 3 leur prix de vigne. Demain, on revient à ce que tout à l'heure, le seul intérêt d'un agriculteur, c'est pas sa retraite. Mon grand-père a travaillé toute sa vie, avait des salariés chez entreprise, s'est battu, faisait des heures et des heures. Aujourd'hui, il a 800 € par mois. Ma grand-mère n'a jamais été, ce qu'on pouvait dire à l'époque, femme au foyer, aidante familiale, donc pas de charge par rapport à ça, on parle d'un autre temps également. Elle a 600 €. Aujourd'hui, c'est normal qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Heureusement, ils ont une partie de leurs terres qui sont en location. Mon père verse un fermage, donc c'est un loyer sur les terres. Ils vivent de ça, mais ils vivent que de ça. C'est quand même ça la vraie précarité, c'est des gens qui toute la vie ont bossé, et même à la retraite, ils ne se sont pas sauvés. Aujourd'hui, demain, si je dois acheter l'hectare dans le Saint-Quentinois, 15, 20, 30 000 €, parfois plus, avec la pression des Hollandais, des Belges qui descendent pour acheter des surfaces, vais-je pouvoir payer ça? Je ne suis pas convaincu. Je vais devoir installer l'irrigation, je vais devoir installer plein de choses. Donc je vais m'endetter pour 10, 20, 30, peut-être même 50 ans, en espérant faire une plus-value à la revente. Ces chiffres-là paraissent énormes par rapport à monsieur dans le sud, mais ces prix-là, ils arrivent de partout. C'est ça qui est aberrant, c'est que même en s'endettant, on n'est pas sûr d'en sortir. Le vrai malheur est là, c'est est-ce que mon business plan, moi étudiant pour devenir agriculteur, je dois faire un master pour y arriver, pour que les banques puissent me suivre, etc. Est-ce que je dois en arriver là? C'est quand même pas normal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... C'est le même problème partout. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Oui, c'est pour ça que je disais qu'un prix différent, mais rendement différent, et donc plus-value similaire. C'est ça. Pierre-Guillaume Mercadal, est-ce que pour vous, le salon de l'agriculture reste une vitrine du monde rural ou il devient un lieu de tension? Alors moi, cette année, j'y suis pas monté pour le boycotter, étant donné qu'on s'y est battu les 2 dernières années et comme il faut. Maintenant, que vous dire, vitrine du monde rural, non. Vitrine de certains producteurs pour leur permettre de rencontrer des acheteurs, de développer, de trouver des marchés, etc. Ça, oui. Vitrine du monde rural, non, parce que c'est quand même plus une parodie du monde agricole pour permettre, et c'est très bien, aux familles parisiennes d'aller voir les animaux de la ferme, de faire connaître à leurs enfants un petit peu les animaux, et aux jeunes parisiens de venir faire la fête au salon tous les soirs de la semaine. Voilà. Je ne suis pas contre le salon de l'agriculture. Bon, ce que c'est cette année, pour moi, ça devait être boycotté. Après... ces violences-là, bon déjà je n'y étais pas, mais que vous dire, est-ce que c'est symptomatique? Non, pour moi je vous dis vraiment la vraie violence, elle vient de la façon dont on est traité par les politiques et par l'Europe. Et comme je vous l'ai dit, alors vraiment en plus je n'ai rien contre ce monsieur que je connaissais pas, mais comme je vous l'ai dit, moi quand je vois les enjeux du monde agricole, quand je vois le libre-échange et le fait qu'on est en train de nous sacrifier et de nous tuer, vraiment de nous tuer par le biais de l'Europe, et qu'on me parle de baisser les charges, ce qui n'est pas en soi une mauvaise idée, mais baisser les charges pour faire face aux Indiens ou aux Brésiliens, c'est vraiment une gigantesque blague. Enfin, ces gens ont une main-d'œuvre, c'est presque de l'esclavage par rapport au coût chez nous. Et ils gagnent à tous les niveaux. Ils gagnent sur le fait qu'ils ont des produits interdits chez nous, parfois depuis 50 ans, extrêmement toxiques. On se bat les mains attachées dans le dos et les yeux bandés contre ces gens-là. Donc le fait de diminuer un peu les charges, non, la seule solution si on veut sauver l'agriculture, et je suis bien désolé, mais je n'en vois aucune autre, c'est la sortie de l'Union européenne, ou alors au moins une vraie mise en place de contrôle aux frontières pour, sur le modèle suisse par exemple, ne faire entrer dans le pays que ce dont on a besoin, avec des mises à jour hebdomadaires ou tous les 3 ou 4 jours, peu importe. Ça, c'est à nos dirigeants de les trouver. Et si le problème, c'est de trouver l'argent pour payer des douaniers, j'ai bien des idées sur certains hauts fonctionnaires dont on pourrait se débarrasser, qui coûtent bien plus cher que les douaniers. Alors, Julien Dive, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce contrôle aux frontières, justement pourquoi on ne le mettrait pas en place pour sauver les agriculteurs? Bien sûr qu'il faut, mais j'ai jamais dit que j'ai été contre les contrôles aux frontières des denrées qui rentrent sur notre marché. Bien au contraire.
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on prend une petite cuillère pour vider l'océan avec un sujet pareil. Qu'il faut qu'il y ait une interdiction et que sur des contrôles aléatoires et qu'on tombe sur des produits interdits et qu'on sanctionne sévèrement, c'est sûr que ce sera le moyen d'être le plus efficace et d'éviter. Mais c'est pas, ça n'ira pas au bout. En plus, alors, moi, je comprends la position de monsieur l'éleveur du Sud, qui est de dire on sort de l'Europe. C'est sa position. Moi, je suis pas dans cette position-là parce que pour le coup, ça poserait d'autres enjeux et d'autres problématiques. Et je suis pas sûr que les paysans anglais aujourd'hui soient contents d'être sortis de l'Union européenne. Mais peu importe. Dans le cadre qu'est le nôtre aujourd'hui, au niveau européen, il faut déjà regarder ce qui pose des entraves au monde agricole. Et les entraves au monde agricole, c'est, et je parlais de charges directes, donc c'est les fiscalités. Et je dis pas que c'est la clé unique, mais on m'a pas laissé le temps de déployer tout le reste. Il y a les charges directes qui existent, il y a les charges indirectes avec toutes les normes qu'on se pose et les normes phytosanitaires. Quand on interdit des produits comme l'acétamipride en France au nom d'une pure idéologie, alors que tous les pays européens, les 26 autres pays européens l'utilisent, je suis désolé, le problème c'est pas l'Europe là. Le problème il est franco-français. Et l'acétamipride, ça sert pour des filières qui sont aussi bien de la région des Hauts-de-France, la betterave, mais pour des filières du sud de la France, la noisette, la cerise ou les vergers. Et des exemples comme ça, on en a plein. Je parle de l'acétamiprid, mais on va trouver plein d'exemples. Les normes ICPE pour les élevages, pour les bâtiments d'élevage. On a un problème d'œufs en France, d'œufs. On importe la moitié de nos poulets qui viennent de Pologne ou d'autres. Commençons par faciliter la tâche aux éleveurs français pour à la fois avoir les tailles suffisantes pour produire, pour élever et apporter les denrées nécessaires pour les consommateurs français. Je préfère consommer du poulet français et pas forcément du poulet de Brest, parce que le poulet de Brest c'est le poulet de montée en gamme, mais du poulet standard français que du poulet standard polonais et encore pire, du poulet qui viendrait d'Amérique du Sud. Le sujet il est là. Et donc interdire... Est-ce que je peux me permettre un commentaire ? Ah bah oui, allez-y. Je vais dans votre sens. Non, mais je vais dans votre sens. Mais par contre, là, encore une fois, on a un léger désaccord. C'est que le problème, c'est pas le poulet polonais, parce qu'il n'y a pas spécialement de poulet polonais en France. Le problème, c'est le poulet ukrainien que nous retrouve l'Union européenne. Tout à fait. Aussi bien le poulet que les œufs. Je tenais quand même à le préciser. Et le sucre également. Hein. L'Ukraine a importé massivement du sucre déjà raffiné qui va tuer nos sucreries locales. On est bien d'accord. D'ailleurs, ça pose un sujet. C'est et ça, c'est encore un problème qu'on a qui nous vient directement de l'Union européenne. Parce que le problème ce que je veux vous faire entendre, c'est que sur l'acétamiprid, c'est pareil. Je suis pas en total désaccord avec vous, monsieur le député. Le fond du problème, il est que si on interdit... Non, mais laissez-moi développer quand même. C'est que si on interdit l'acétamiprid, si on veut que ce soit cohérent, en fait, il faut interdire que toute noisettes, cerises ou autres produites avec de l'acétamiprid rentrent dans notre pays. Ah, on est bien d'accord. À partir du moment où on fait ça, on ne condamne pas les producteurs. Non, parce que s'ils gardent le contrôle du marché, le problème est réglé. Mais ce qui est totalement incohérent, c'est d'interdire la molécule et d'importer de l'étranger les mêmes produits qui sont encore plus toxiques. Monsieur Marcadam, à l'image de la noisette pour le Nutella qui arrive de Turquie directement. Monsieur la plus belle aberration qu'on puisse voir. C'est pour ça que je me suis opposé en faux avec ce qui avait été annoncé par le ministère au mois de décembre dernier en disant on va faire des contrôles supplémentaires sur tel produit. Mais sauf que ça, c'est bien gentil. Mais quand ça arrive par les ports, le premier port d'Europe, le port d'Anvers, on peut mettre ce qu'on veut en France comme contrôle, c'est au port d'Anvers, c'est en Belgique, et après ça traverse facilement la frontière. Donc en fait, l'opération elle est nulle. Valentin, tu avais une question, je crois, sur les réseaux sociaux. Alors, ça réagit plutôt bien sur les réseaux sociaux et j'ai une question pour monsieur le député. Alors, j'ai Julia qui me dit « Voir de moins en moins d'agriculteurs en France m'inquiète. Pourquoi doit-on attendre le pire pour réagir ?» Alors, moi j'invite Julia à entreprendre des études pour devenir agricultrice. Comme ça, on aura des jeunes qui s'engagent dans ce métier, qui est un beau métier, mine de rien, même si aujourd'hui on est sur un aspect négatif. Maintenant, on n'attend pas... Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis député, ça fait 10 ans que je bosse sur le sujet, et j'ai été ministre de l'Agriculture, donc j'ai pas de bilan négatif sur ce point-là. J'essaie de défendre, alors je suis pas parfait, mais j'essaie de défendre au mieux et d'apporter des réponses. Je l'ai fait sur l'agriculture, je l'ai fait en portant la loi du plomb à l'Assemblée nationale, je l'ai fait sur d'autres sujets, et monsieur Brunel, dont je connais bien le papa, connaît mon engagement sur la question. Donc on n'attend pas le pire, mais il est réel. Le problème, c'est pas que les politiques, mais c'est aussi tous les Français. Quand vous avez 2 millions de signataires contre une loi du plomb l'été dernier, dont je suis certain que 99% des gens ne savent même pas ce qu'ils ont signé, ne savent même pas ce qu'il y avait dans la loi du plomb, c'est peut-être aussi là le problème. Il va falloir faire un petit peu de pédagogie, faire confiance à notre production agricole française. C'était quoi la loi du plomb ? C'était réautoriser, mais pas uniquement l'acétamiprid pour des productions. Vous en avez tous les jours, c'est autorisé dans tous les pays d'Europe, sauf en France. Aurait autorisé pour certaines productions, mais il n'y avait pas que ça. Je vous ai dit tout à l'heure les bâtiments d'élevage, je vous ai parlé de la question de l'eau. Vous voyez toutes les inondations. On ne veut pas un arrêt de molécules s'il n'y a pas une solution pour autoriser cet arrêt. C'est ça qu'on veut. C'est comme si demain on retire le paracétamol parce que ça use un petit peu le foie et qu'on continue à avoir mal au crâne. Moi, quand j'ai mal au crâne, j'aimerais bien prendre un petit médicament.
Ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Si on le retire comme ça parce que ça donne un peu de mal au foie, parce que certains en prennent trop, c'est une honte. Bien sûr. Ce qu'on voit à l'agriculture, en fait, ce qu'on voit comme produit phytosanitaire, aujourd'hui on est formé. On est formé pour l'utiliser, au même stade qu'un pharmacien est formé pour pouvoir vous vendre vos médicaments, vos Doliprane. Nous on est formés, nos outils sont un réseau technique, produit phytosanitaire qui est régulier. Plus il est vieux, plus il y en a, comme vos voitures. Et les molécules, on a un vrai suivi et des contrôles là-dessus. L'agriculteur ne joue pas avec de la chimie. C'est pas un chimiste dans un fond de cave. C'est une salle qui est sécurisée, qui est contrôlée. Mon père ne fait pas ce qu'il veut, les agriculteurs ne font pas ce qu'ils veulent sur les cultures, sur les animaux. Et si ce produit existe, c'est pas pour s'amuser. C'est parce que c'est un médicament pour les plantes. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite sur le sujet des agriculteurs. Est-ce que ce qui s'est passé, la bagarre au salon, est-ce que c'est un signe de malaise profond ou un simple incident isolé? À tout de suite sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, nous sommes en direct. On vit pas dans la même France. Un sujet, alors vraiment, ce soir, on vit pas dans la même France. La bagarre au salon de l'agriculteur, est-ce que c'est un signe de malaise profond ou simple incident isolé? On a l'impression que les politiques ne vivent pas dans la même France que vous, mais quand même, on reçoit Julien Dive, qui est député LR de l'Aisne, qui a fait une proposition de loi l'année dernière pour aider les agriculteurs. Vous êtes hyper investi sur le sujet, c'est ce que vous nous avez dit et vous êtes hyper impliqué. Vous dites que des gens ont contré votre loi sans trop s'y intéresser, que du coup il y a aussi une responsabilité des Français qui bloquent certaines choses sans trop savoir. Pourquoi les Français est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors pardon, un peu politique pour les nuls, parce mais qu'en fait, je pense que quand il y a le salon de l'agriculture, tout le monde s'intéresse à l'agriculture. Et c'est bien, pendant une semaine, on met la lumière sur l'agriculture et les productions françaises. Mais une fois que le salon est fermé, tout le monde oublie. Et dès qu'on parle des sujets, mais aussi les syndicats, les agriculteurs non syndiqués, parce que je rappelle que 50% des paysans sont pas syndiqués, il faut quand même le dire, et les parlementaires, quand on essaie de faire bouger des points, et qu'il y a des sujets un peu plus sensibles, comme la loi du plomb de l'an dernier sur l'acétamipride, on s'y intéresse pas, ou alors on cède finalement à la panique ou aux peurs mis en lumière par certains idéologues. Et c'est ça qui est déplorable, c'est ça qui est dommage. On n'aide pas notre agriculture française. Donc l'agriculture, c'est pas uniquement une semaine au mois de février, c'est 365 jours d'année. Meilleur exemple qu'on puisse citer justement, c'est les noisettes qu'on a cité. Il y a l'acétamipride qui pouvait justement contrer cette punaise qui attaque aux noisettes. Elle fait juste un petit trou et rend une noisette totalement inapte à la consommation. On a la chance de consommer beaucoup de Nutella en France. Ouais. On a une très belle usine Nutella dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, les noisettes françaises, vu que ce parasite ne peut plus rentrer en consommation de Nutella, donc les noisettes italiennes et étrangères viennent faire donner cette usine en France pour avoir du Nutella français. Est-ce que le Nutella est encore français si les noisettes sont plus françaises? Alors que le bassin de noisettes est historiquement autour, qu'une grande entreprise comme Ferrero Mondial fait du Nutella en France, mais les noisettes étrangères pour une question de sécurité. C'est pas normal. Les noisettes qui arrivent d'Italie, elles ont cet acétamipride. Elles ont ce produit. C'est ça le grand malheur de notre génération, c'est que on voit des produits qui sont dits non sains rentrer pour faire la même valeur ajoutée. Combien de temps Ferrero va rester avec cette usine et les noisettes qui viennent de l'étranger? À mon avis, ils vont se sauver. Ce produit donc, que vous n'avez pas le droit d'utiliser en France pour sauver les noisettes, eux, par exemple, en Italie, ils ont le droit. Les betteraves sucrières aussi. Voilà. Et du coup, ils font rentrer les noisettes italiennes qui utilisent le produit et ils n'acceptent pas les noisettes françaises. Elle rentre pas dans le cahier des charges. Elle rentre pas dans le cahier des charges. Donc en fait, je comprends Ferrero, mais le problème, c'est pas Ferrero. Oui. Le problème, c'est les lois françaises qu'on remet une surnorme sur une norme européenne. Oui, mais si on autorise à utiliser les noisettes italiennes qui, elles, utilisent le produit, du coup, il y a une certaine, il y a un certain problème. C'est complètement illogique. C'est pour ça qu'on en vient au fait de parler de contrôle aux frontières. Vous savez, ce qui tue les paysans, c'est ni le réchauffement climatique, ni la fainéantise, ni ce qui tue les paysans, c'est la trahison totale de nos élites politiques depuis des décennies. Le bilan est plus que sombre. Et comme je vous l'ai dit, une fois de plus, j'en veux pas à Monsieur Dive, hein, mais la ministre de l'Agriculture, elle vient de son parti. Celui qui nous a soigné au dernier salon de l'agriculture et soigné avant le salon, il s'appelle Bruno Retailleau. Pour rappel, il y a un an, dans Paris, il y avait un plan Vigipirate. Si vous aviez un bonnet, une veste, quoi que ce soit en lien avec la coordination rurale, vous ne pouviez pas entrer dans Paris. Toute personne avec des bonnets jaunes dans Paris prenait instantanément une amende. Je tiens quand même à rappeler ça, c'est quand même pas anodin. Un plan Vigipirate contre nous, après nous avoir mis les blindés, les hélicoptères. Alors si après ces gens-là sont les amis du monde agricole, bon. Et puis, de toute façon,
ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est circulaire, hein, c'est-à-dire qu'on en vient toujours au même problème. Puis le vrai problème, c'est l'Union européenne, c'est l'absence de contrôle pour avoir une quelconque souveraineté dans ce pays et mainmise sur notre destin. Et on est en train d'assassiner l'agriculture. D'ici 5 à 6 ans, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de changement majeur, le nombre de paysans aura encore été divisé par 2. Et là, on aura définitivement perdu la souveraineté alimentaire parce qu'on perdra aussi les savoir-faire. Et là, pour réinstaller du monde et pour recréer une agriculture, ça prendra des décennies si on avait des politiques volontaires, ce qui ne sera pas le cas puisque vu qu'on aura perdu la souveraineté alimentaire, les pays qui nous nourriront nous feront danser comme des marionnettes. Et pour rappel, c'est quand même ce que la France, les États-Unis, la Russie ou tant d'autres ont fait aux pays africains ou asiatiques en voie de développement. Où on peut se souvenir aussi au moment du Covid, quand les pays européens se détournaient entre eux des avions de masques. Imaginez si demain c'est de la nourriture, comment ça va se passer? Alors Valentin, il y a une question, je crois, sur les réseaux sociaux. J'ai une petite question pour Étienne ou Pierre-Guillaume, peu importe. Comment une personne comme moi, par exemple, peut aider un agriculteur à mon niveau? Il existe pas mal de choses aujourd'hui possibles. Je dis typiquement, il y a pas mal d'agriculteurs. J'ai des copains en Bretagne et un peu partout qui font des colis de viande, par exemple. Si vous êtes végétarien, il y a également pas mal de fermes qui font des dépôts à la ferme. Pas forcément tout le temps, pas forcément tous les jours. Ça touche réellement l'agriculteur. Après, il y a des produits qu'on peut exactement voir. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Aujourd'hui, par contre, monsieur le député, sur lequel je voudrais vous impliquer, c'est qu'ils produits transformés, on ne sait pas l'origine. Ça, c'est un vrai problème que aujourd'hui, vous, élus, pouvez résoudre via une loi. On a plein de choses comme ça qui sont quand même aberrantes. C'est-à-dire que vous achetez un produit transformé, un produit pour vous le midi, rapide, vous ne savez pas d'où proviennent les aliments. On peut être un drapeau français sur n'importe quoi, parce que juste l'emballage, le plastique a été thermosoudé en France. C'est pas possible, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, comment vous pouvez aider? C'est via des achats groupés, via des achats locaux, sur plein de choses. Il y a les réseaux d'AMAP aussi. Les réseaux d'AMAP. C'est quoi ça, les réseaux d'AMAP? C'est plus pour les citadins qui, comme vous, Madame Berda, par exemple, n'allez pas vivre à la campagne. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez vous rapprocher de réseaux qui, en fait, centralisent des produits de paysans, donc souvent des maraîchers, mais ça peut être aussi des producteurs d'œufs, de viande. Et donc, en fait, vous payez une sorte d'abonnement et chaque semaine, vous avez un colis de produits frais et locaux. Et en plus, vous évitez les énormes marges de la grande distribution. Donc, ça permet bien souvent d'avoir des prix attractifs et surtout que l'argent aille dans la poche des agriculteurs et non pas dans la poche des filiales de grandes coopératives. Et où est-ce qu'on s'abonne pour nos auditeurs, par exemple? Si moi, demain, j'ai envie de m'abonner pour aider les agriculteurs, ou comme Valentin, si on a envie d'aider les agriculteurs, donc on s'abonne à ce colis qu'on recevrait régulièrement, directement des agriculteurs, comment on fait? Il faut aller sur Internet et chercher les réseaux d'AMAP, ou alors allez aussi sur Internet pour trouver dans vos quartiers, il y en a même à Paris, des magasins de producteurs. Et je dis bien des magasins de producteurs qui appartiennent aux producteurs, et de vous rapprocher d'eux pour pouvoir trouver des réseaux près de chez vous. Mais je sais qu'au niveau des AMAP, même Paris est desservi. Par rapport à ça, on a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui un agriculteur gère tellement de métiers à la fois, il peut pas être en plus commerçant. Moi, je vois mon père, mon grand-père, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, on demandait de produire, parce que les gens avaient faim. On rappelle que jusque plus longtemps que chez De Gaulle, il y avait ticket de rationnement et les Français ont eu faim. Pourquoi est-ce qu'on a créé ces politiques agricoles communes? Pourquoi est-ce qu'on a créé tout ça? C'est pour que les gens aient faim dans leurs assiettes et puissent évoluer et puissent acheter d'autres choses. On peut aujourd'hui être là à la radio tranquillement ou dans notre voiture ou où qu'on soit. Mon père, on lui a demandé de produire de la qualité. Agriculteur chez l'entreprise, il l'a fait. Il produit de la qualité. On a la police canale sanitaire en France. On fait les choses bien, on fait les choses bonnes et ça avance. Qu'est-ce qu'on va me demander à moi? Mon père est météorologue, il sème, il est agriculteur, il fait une quinzaine de métiers, mon père. Et encore, il n'est pas éleveur, donc il n'est pas vétérinaire en plus, il fait pas de choses en plus. Aujourd'hui, il faut être commercial en plus, tout le monde n'est pas commercial. Ceux qui le sont en plus, c'est très beau, mais on peut pas faire 50 métiers à la fois. Et le gros problème est là, c'est que aujourd'hui, il faut se réunir, il faut s'unir pour ça. On a fait des coopératives, ces coopératives étaient une super initiative, elles ont tellement grossi qu'aujourd'hui, il y a des frais de fonction énormes. Ça, le problème aussi, c'est que on s'est mangé entre nous aussi en tant qu'agriculteurs. Il faut revenir à des échelles plus locales, se refaire des trucs entre nous, pour pouvoir vendre justement aux gens qui sont plus isolés de ces fermes et vendre en direct sans qu'il y ait des marges énormes de structure. Et monsieur le député, juste avant les questions Cash and Flash, je reviens sur cette histoire de noisettes qui, pour nous parlant, parce que ce que vous dites c'est simple à comprendre, donc du coup je pense que voilà, c'est choquant. Moi quand j'entends ce que vous racontez, c'est vraiment choquant. Pourquoi
pour comment le gouvernement aujourd'hui ne met pas quelque chose en place immédiatement alors qu'il peut le faire. Mais c'est dans la loi en fait. Pour libérer les noisettes françaises par exemple. Si on veut libérer les noisettes françaises, donner les mêmes moyens de production que déjà protéger contre un ravageur qui donc vient saccager les productions françaises. Et pour ça, c'est autorisé ce qui est autorisé partout en Europe. Mais c'est dans la loi, c'est interdit depuis 2016. Et Madame Pompili, vous pouvez la remercier, comme ça vous avez le nom de l'autrice de la loi. Et on a essayé en 2025 et on s'est fait bâcher par le Conseil constitutionnel après une pétition de 2 millions de signataires. Donc là, on essaie de refaire avec le sénateur Duplon en tenant compte des points du Conseil constitutionnel pour la prochaine loi. Alors on parle de loi d'urgence, moi je suis pas fan du terme, mais bon, peu importe. Je m'en fous, du moment qu'il y a un véhicule législatif qui permet de faire bouger les lignes, et ben on va le prendre en tenant compte des critères qui nous ont été fixés par le Conseil constitutionnel pour libérer les moyens de production aux producteurs de noisettes. C'est déjà comme ça qu'il faut faire. Emmanuel Macron, président de la République, est-ce qu'il a le pouvoir aujourd'hui, s'il le voulait, de dire écoutez, il y a un enjeu là vital pour nos agriculteurs. Là, c'est vital également. Non mais c'est on parle non mais on parle d'une logique. En fait, la logique, ce que vous dites, c'est cette logique là, moi je trouve on est dans la règle parlementaire, Magali, donc c'est pas le président tout seul, et heureusement c'est pas un dictateur qui décide d'abroger une loi tout seul. Donc on les laisse mourir en attendant. Mais c'est pour ça que c'est ça, désolé, on a fait notre part l'an dernier, c'est pas nous qui avons fait 2 millions de signataires, moi j'ai pas signé une pétition. Alors on passe tout de suite aux questions flash and cash. Les questions flash et cash. Alors, c'est des questions, on va aller vite parce qu'il nous reste que 2 minutes. Alors, Julien Dive, ce week-end avait lieu la marche pour le drame de Quentin. Cette mobilisation pour Quentin va-t-elle vraiment changer quelque chose ? Mais j'espère. J'espère que ça fera ouvrir les consciences et puis que chacun prendra la mesure du cancer qu'est l'ultra-gauche dans certains territoires. Étienne Brunel, le gouvernement recommande une diminution de la consommation de la viande par les Français. Faut-il vraiment réduire la consommation de viande ou est-ce une intrusion dans la vie des Français ? Mais chacun mange que sur son budget. Ça coûte tellement cher la viande aujourd'hui que c'est pas ça le souci. Manger de la viande, manger la bonne viande française, cuisiner-la comme il faut et manger tous les morceaux. Pierre-Guillaume Mercadal, le Premier ministre a annoncé hier que 13 projets hydrauliques vont être débloqués immédiatement. Faciliter les retenues d'eau pour l'agriculture, nécessité pour nourrir la France ou danger pour l'environnement ? Nécessité pour nourrir la France, mais avec un tout petit bémol sur le contrôle de cette eau, à qui elle va, qui en bénéficie. Julien Dive, alors que certains préfets veulent suspendre le permis de conduire 2 mois pour l'usage du téléphone au volant, présenté comme un cancer de la sécurité routière et responsable de centaines de morts chaque année, est-ce que ce genre de sanctions sont-elles possibles en France et réellement dissuasives ? Je pense que ce sera dissuasif. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens avec sur leur téléphone portable. Tout au quotidien, c'est pas un sujet, mais au volant, oui, parce que ça peut causer des accidents et des morts. Alors, merci à tous les trois. Merci Julien Dive, député LR de l'Aisne. Merci Étienne Brunel, agriculteur. On vous souhaite que le bonheur. Voilà, moi, je souhaite. Je l'espère. Voilà, exactement, que vous repreniez la ferme de votre père et que vous la fassiez exploser de chiffre d'affaires et que tout aille bien pour vous. Pierre-Guillaume Mercadal, agriculteur et éleveur de cochons laineux. Moi, j'aimerais bien un jour venir dans votre élevage là pour voir les cochons laineux. Je vous reçois avec grand plaisir quand vous voulez. Moi, je vous invite jeudi si vous voulez sur l'agriculture. J'y serai également. C'est vrai ? Oui. Allez, ça peut le faire. Jeudi, ça peut le faire. Et demain, Sud Radio sera sur le salon de l'agriculture pour plusieurs émissions. Et je crois toute la semaine. Et alors, moi, je veux y aller aussi. Très bien. Moi, je prends au mot Étienne et je viendrai jeudi avec Valentin. Allez. Alors, merci à tous. On se retrouve demain soir sur Sud Radio à 20h. Et tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la chanteuse Sophie Dequey. Merci à tous. Une très, très belle soirée. Et à demain sur Sud Radio. Au revoir, merci. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.